Festival de la Roque-d'Enterron, nos interviews continuent et c'est avec son directeur artistique que nous sommes en ce moment sous le bruit des cigales, comme vous pouvez le remarquer. René Martin est à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cette interview juste à la sortie d'une réunion où on a l'impression que vous avez un planning hyper chargé dans ce festival. Au fond, nous organisons beaucoup de choses avec la région, avec le département, avec beaucoup de partenaires et je profite de ma présence dans le parc pendant un mois pour faire beaucoup de réunions. Et comme ça, quand le festival est terminé, on a déjà préparé l'avenir. D'accord. Donc c'est un mois intense, à la fois artistique, mais aussi tout ce qui est envers décor, voilà. Et puis bon, nous sommes à chaud là, c'est-à-dire qu'on peut étudier toutes les réactions du public, les réactions au niveau technique, donc on peut apporter des modifications immédiatement et on peut. C'est pour ça qu'on a beaucoup de réunions avec les régies, avec l'administration, avec la communication et ça nous permet ensuite de toujours contrôler bien les situations et puis de préparer l'avenir. Alors en même temps, vous êtes dans un endroit magnifique qui est le parc du Château Florent, qui a une histoire, ce parc, ce château, ce festival, donc une histoire. Vous pouvez rappeler, c'est une sorte de rencontre? En fin de compte, quand je terminais mes études, des études de commerce, j'ai été nommé chargé de mission à la DRAC à Aix-en-Provence. Et ma mission, c'était de réorganiser la vie musicale pendant la période hors festival. Parce qu'il y avait beaucoup de festivals au mois de juillet, mais il n'y avait rien du tout au mois d'août. Et donc j'ai rencontré beaucoup de maires de la région PACA, de Nice jusqu'à Arles, jusqu'à Briançon, et j'ai rencontré le maire de la Roque-d'Enterron, qui se nommait Paul Onoratini, qui avait déjà fait beaucoup de choses pour son village, surtout au niveau social, et il souhaitait faire quelque chose au niveau culturel. Mais il ne savait pas si c'était un festival de musique classique, un festival de rock ou un festival... Et la chance a voulu que, premièrement, je le rencontre, deuxièmement, que je sympathise avec lui. Et troisième élément, il avait un fils passionné par la musique classique. Et donc j'ai commencé à travailler avec lui et puis ma mission était terminée, je suis retourné à Nantes. Il m'a recontacté à Nantes en me disant mais écoutez, tout ce qu'on avait discuté me passionne toujours autant et si vous pouvez revenir, on peut peut-être avancer. Et je suis revenu à la Roque-d'Enterron, mais je suis revenu dans le village. J'avais jamais vu le parc. Et dans le village, je cherchais un endroit, bon, je trouvais pas quelque chose. Je trouvais pas, j'étais pas très satisfait. Et puis, le hasard veut qu'il me montre son parc, en me disant, mais j'ouvre une fois par an pour une fête votive, le parc, venez voir. Et quand j'arrive dans ce lieu absolument incroyable, je suis stupéfait. Alors stupéfait surtout par la clairière, parce que vous avez 365 platanes, mais vous avez aussi une clairière magnifique avec un immense bassin. Et tout de suite, je me suis dit, mais c'est là le lieu. Parce que sur ce bassin, on va construire une scène sur pilotis. Et puis, au fur et à mesure, il y a presque un théâtre dessiné, un théâtre de verdure. Et le festival a commencé comme ça. Dès la première année, j'ai invité des très grands pianistes. Alors, c'était des chaises sur la pelouse. C'était une petite scène rectangulaire sur le bassin et puis au fur et à mesure, le festival a grandi, on a commencé à construire des conques acoustiques et puis une première, une deuxième, et nous sommes rendus à la 7e et là maintenant nous avons un équipement extraordinaire et 38 ans après, le festival maintenant est quasiment le festival de piano le plus connu dans le monde. C'est certainement un des villages de 5000 habitants les plus connus ici dans le monde, puisque vous allez aux États-Unis, vous allez en Asie, la Roque-d'Enterron, c'est la référence pour les pianos. Et il y a chaque année le même engagement. Et pourquoi le piano? Pourquoi? Parce que tout d'abord c'est l'instrument roi. Oui. Et puis c'est l'instrument qui a le plus de littérature, de répertoire. Voilà, alors vous savez, des œuvres de l'époque baroque, des œuvres pour clavecin, on peut les jouer pour piano, les œuvres. Donc en 38 ans, on a dû donner 30% du répertoire pour piano. Donc ça veut dire qu'on pourrait... C'est extrêmement large. Aujourd'hui encore, les compositeurs composent pour le piano. Enfin, c'est le piano en récital, c'est le piano en musique de chambre, c'est le piano en concerto. C'est aussi, ça peut être du jazz, ça peut être des claviers électroniques. Donc c'est vrai que c'est un thème d'une richesse inouïe. Et alors, quand
vous êtes arrivé la première fois dans ce parc, vous avez tout de suite imaginé ce que ça pouvait être, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Oui, j'ai tout de suite imaginé. Hein. Je ne savais pas qu'on allait construire une histoire aussi longue et aussi magnifique, mais j'ai immédiatement été saisi par la beauté des arbres, par la beauté de cette nature qui n'était pas domestiquée. Hein. C'est d'ailleurs très très étonnant parce que le premier concert, dans ce bassin, vous aviez un grand rocher, un rocher de romantique. Et on avait construit la scène autour du rocher, et tout d'un coup, dès le premier concert, un canard sauvage est venu se poser sur le rocher. Il est resté pendant 10 minutes en train d'écouter le pianiste qui jouait, qui s'appelait Christoph Eschenbach. Et ensuite, ce canard sauvage est reparti. Il devait se dire, mais qu'est-ce qui se passe là dans mon monde à moi? Dans mon monde à moi, tout d'un coup, de la musique, des pianos, et puis au fur et à mesure... Et au départ, les spectateurs sont venus par curiosité, par... Alors, je pense qu'au départ, c'était très inquiétant parce que j'avais fait une programmation que j'estimais belle et riche, mais les billets ne se vendaient pas. Alors, j'ai compris pourquoi, parce que les noms étaient tellement prestigieux que dans un village un peu improbable, hein, et les gens se disaient, ils ont raconté des histoires. Ouais. Jamais Richter va être là, jamais Martha Argerich va être là, jamais Christian Zimmermann sera là. Bon. Et dès le premier concert, la presse a relaté évidemment que les artistes étaient là et donnaient des concerts extraordinaires, et tout d'un coup la billetterie s'est enflammée, hein, et on a rempli au jour le jour des concerts, et pour avoir un taux de fréquentation déjà extrêmement important. Mais c'est vrai que je pense qu'il y avait le capital confiance qu'il fallait gagner, et les gens n'imaginaient pas que ça pouvait exister. Et ensuite, dès la deuxième année, évidemment, quand on a eu des pianistes aussi prestigieux, tout de suite, là, le festival a eu ses lettres de noblesse. Et puis la presse nationale est venue dès la première année, chose qui est très rare. On avait une très bonne attachée de presse aussi, et on a eu un article dans Le Monde autour d'un jeune pianiste que j'avais invité qui s'appelait Yuri Egorov. Et Yuri Egorov a donné un récital mais absolument inouï. Et il y avait un grand critique musical qui s'appelait Jacques Longchamp. Il est venu à la Rock, il a fait un papier mais inouï sur le festival et sur cet artiste. Et ça a été une reconnaissance immédiate pour nous. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup aussi d'additions, de collaborations, de soutien qui ont tout de suite porté le festival. Durant ces 38 années, René Martin, est-ce que vous avez eu l'impression de prendre des risques dans ce festival ? On a pris beaucoup de risques, mais tous les ans, parce que quand j'ai créé le festival, évidemment, vous avez des artistes de renom, des artistes très connus, mais pour moi, la priorité, c'était d'être là pour révéler les jeunes artistes, qui demain seront des stars. Et aujourd'hui, Christian Zacharias est venu tout jeune à la Roque d'Enterron, Luganski, enfin, tous les pianistes qui font des carrières mondiales ont souvent débuté à la Roque d'Enterron. Alors, c'était ça le pari, et c'est toujours le pari d'ailleurs. Dans quelques jours, vous allez avoir Trifonov, qui est un pianiste absolument inouï. Bon, Trifonov, c'est la 6e fois qu'il vient à la Roque d'Enterron. Il fait une carrière mondiale aujourd'hui, et c'est vrai qu'il va donner la notoriété du festival dans le monde. Et c'est rare pardonnez-moi pour cette question, mais c'est rare pour un directeur artistique de rester autant de temps. C'est quoi le secret? Qu'est-ce qui vous a tenu ici? 38 ans, c'est oui, mais c'est une vie. Oui, mais au fond, c'est un peu ma résidence d'été. Je viens chaque année, je viens en famille. Et puis pour moi, c'est un peu un laboratoire. C'est-à-dire que tous les pianistes que j'ai découverts ici, que j'ai amenés ici, maintenant m'accompagnent dans tous les grands projets qu'on a dans le monde, puisqu'on a les Folles Journées à Nantes, on a les Folles Journées à Tokyo, on a les Folles Journées à Varsovie, on a l'orchestre qui va jouer ce soir à la Roque d'Enterron. Depuis presque 30 ans, je travaille avec eux et j'ai créé pour eux une Folle Journée à Varsovie, vous voyez. C'est-à-dire que la Roque d'Enterron, c'est un peu, oui, comme une maison d'été où les artistes, on se retrouve.
entre pianistes, on se retrouve avec des orchestres et puis on partage des choses inimaginables et ensuite dans toute l'année évidemment on poursuit la belle aventure. C'est pour ça que j'organise presque 1600 concerts dans le monde aujourd'hui et la Roque d'Enterron est toujours pour moi un peu un laboratoire. On teste beaucoup de choses au niveau des répertoires ou alors par exemple le chef d'orchestre qui va diriger, je le connais depuis presque quelques années. Ce chef d'orchestre a beaucoup travaillé aux Folles Journées et maintenant il vient à la Roque d'Enterron. Vous voyez, j'ai beaucoup d'échanges, beaucoup de... en fin de compte, c'est une aventure musicale qui se poursuit année après année dans les différents lieux. Mais il y a toujours quand même la Roque d'Enterron qui est là. L'an passé, j'avais une équipe de télévision japonaise qui a été subjuguée par l'endroit et qui a compris au fond l'esprit de la Folle Journée en étant pendant presque 3 semaines dans le parc. Vous voyez, c'est pas le fruit du hasard. C'est pour ça que j'aime beaucoup toujours continuer cette belle aventure, apporter des projets nouveaux, des artistes nouveaux. Alors voilà, c'était ma question qui allait suivre. Comment vous imaginez le futur? Parce qu'il faut toujours du renouveau en fait pour ne pas rester sur ses acquis et que le public ait l'impression que finalement le festival s'endorme. Et vous, au contraire, vous donnez cette pulsion. Il y a toujours des nouveautés, des masterclass, des résidences d'artistes. Voilà, il y a beaucoup. Là, par exemple, nous avons avec la région PACA un magnifique projet avec des lycéens. C'est vrai que c'est le public de demain, les lycéens. Donc, c'est vrai qu'on est en train de réfléchir sur beaucoup d'actions et sur des concerts aussi accessibles aux familles. Un lieu comme ça doit vivre avec aussi un public qui doit se renouveler de la région. Oui. Pour moi, de toute façon, quand on crée un projet musical, quel qu'il soit, il faut au minimum 40-50% du public de la région. Si on n'a pas ce public, le projet n'existera pas. Voilà. Et ensuite, évidemment, on peut élargir ce public au niveau national et international, mais c'est le public de la région qui est prioritaire. Et c'est vrai qu'on est présent, regardez dans l'histoire du festival, maintenant nous sommes très présents à Marseille, nous sommes très présents aussi dans beaucoup de petits villages voisins. Nous sommes à Lambesc, nous sommes à Rome, nous sommes à Égalières. Et pour moi, c'est une façon aussi, si le public des Galières ne vient pas à la Roque se déplace chez lui et puis on va créer tout d'un coup une synergie et le public des Galières va venir à la Roque d'Enterron. Donc c'est extrêmement important de réfléchir, de collaborer avec tout le public local. Et puis vous invitez aussi des orchestres régionaux comme l'orchestre de Marseille qui a ouvert le festival, l'orchestre de Cannes ces derniers jours. Pour moi c'est très important aussi, il y a une vie musicale et comme dans toutes les régions de France, il y a une vie musicale riche. Et donc j'essaye de travailler avec les acteurs d'une région. Et c'est vrai que l'orchestre de Marseille, je suis extrêmement heureux parce que ça fait plusieurs années que cet orchestre vient à la Roque d'Enterron et aujourd'hui, grâce à son chef d'orchestre aussi, Laurence Foster, l'orchestre s'est métamorphosé. Et l'orchestre c'est maintenant un orchestre extraordinaire et on a beaucoup contribué. La Roque d'Enterron a quitté l'orchestre, enfin que l'orchestre quitte l'opéra pour venir aussi jouer un répertoire symphonique. Et on a une collaboration absolument magnifique. Et là, je fais le même travail avec l'orchestre de Cannes, mais vous avez l'orchestre de Nice, vous avez en région PACA aussi des bons orchestres. Donc c'est une de mes priorités aussi, de pouvoir travailler avec tous ces acteurs musicaux. Donc là, vous êtes sur la saison 2019, 2020, 2021 peut-être? Alors 2019, oui, 2020, par exemple Trifonov, on a déjà engagé Trifonov en 2020, il ne sera pas là en 2019. J'ai déjà même le programme de Trifonov en 2020. voilà. Mais bon, la musique instrumentale, c'est pas comme l'opéra. L'opéra, vous êtes obligé de programmer très longtemps en avance parce que c'est une distribution complète. C'est-à-dire que vous avez les rôles titres, mais vous avez aussi comment dirais-je, beaucoup de petits rôles, etc. Donc vous devez concevoir un projet global. Là, c'est plus un soliste qui va venir, un orchestre qui va venir. Alors, quand on bloque les artistes trop longtemps à l'avance, il y a beaucoup de changements. Parce qu'ils n'ont pas reçu toutes les propositions, ils n'ont pas tout d'un coup une tournée aux États-Unis qui va se dessiner. Alors ensuite ils vont se dire, eh bien j'ai un concert à la Roque, mais quel dommage, puisque là-bas j'ai 10 dates aux États-Unis. Donc généralement c'est 2 ans à l'avance qu'on peut vraiment travailler sur les plannings.
Alors à l'année prochaine, René Martin. Oui, à l'année prochaine, avec les cigales et puis avec ce soleil magnifique. Avec ce lieu absolument admirable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci.